Chaque nuit à Paris, féerie, dans la brume, tout s'allume. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Paillette. Quel plaisir, mais quel plaisir de recevoir aujourd'hui ce monsieur. C'est une légende dans le musical et dans le cabaret. Il a commencé avec Claude François. Il a continué en embrassant une carrière de danseur. Il est rentré ensuite au Moulin Rouge. Il a gravi tous les échelons afin de devenir directeur de scène. J'ai le plaisir d'avoir Thierry Outria. Bonjour Thierry. Et merci d'être venu parmi nous. Bonjour Marc, et je profite pour te souhaiter une bonne année à tous les auditeurs. Merci, bonne année à vous tous. Alors toi Thierry, on peut dire que quand on voit ta vie, on peut croire au destin. Parce que tu as commencé de manière vraiment surprenante. Tu étais fan club de Claude François. Et là, il se passe quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as commencé ta carrière? C'est ma cousine Joëlle qui aimait beaucoup Claude François et la danse et qui a commencé à mettre les disques sur le Tépaz à l'époque. On parle des années fin 60. Elle m'a donné le goût de la danse et on dansait tout le temps ensemble. On a à peu près 10, 11 ans. Et pour faire Claude François, comme il sautait au-dessus des batteries et finissait en écart, entre les deux lits, elle appuyait sur mes jambes pour m'apprendre à faire le grand écart et tout ça. Enfin bref, elle et moi, on faisait le couple de danseurs. Et ça m'a donné déjà le goût de la danse. Après, en m'inscrivant au club Claude François, car j'étais un grand fan, eh bien, ça m'a permis de le fréquenter. Et la secrétaire m'avait invité à voir des galas. Et c'est en rentrant dans son univers, puisque j'ai pu faire 62 galas en tant qu'assistant de la secrétaire. J'ai 15 ans, hein. Oui, c'est ça, oui. J'ai 15 ans, oui. Et donc, j'étais bénévole, j'étais pas payé, donc c'était tout bénéf pour elle. Mais enfin, une amitié s'est créée. Et surtout, je voyais le spectacle tous les soirs des coulisses. Ça m'a donné le goût du spectacle, ça m'a donné le goût des artistes, ça m'a donné le goût de la rigueur, parce qu'il y avait beaucoup de rigueur avec lui, et voir comment ça marchait derrière aussi. Donc je voyais les coulisses, les tournées, préparer sa loge, recevoir les gens, l'accueil. Voilà, c'était tellement intéressant. Et à 15 ans, c'est comme si j'étais sur la planète Mars. Et donc je pense que je savais pas à l'époque que je ferais une carrière de danseur, je serais artiste, que je serais une carrière de directeur ou même de danseur. Voilà, je savais pas encore tout ça. J'ai 15 ans, et la danse, c'est un hobby. C'est pas une carrière, c'est pas professionnel. Et donc, ce qui est amusant, c'est que je pense que le jour où j'ai décidé à 18 ans de devenir danseur professionnel, eh bien, tout l'acquis que j'avais eu grâce aux tournées de Claude François, ça m'a enrichi. Je me suis dit, tiens, j'ai déjà ce parcours-là. Je sais ce qu'on attend aussi. Je pense que cette rigueur que Claude imposait, comme un dictateur, hein, mais il avait raison, parce qu'il fallait que les choses marchent comme il le voulait, parce que c'était quelque chose de très, très, très chronométré, son spectacle est très professionnel. Voilà. Donc moi, j'étais pas un dictateur, mais je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. La rigueur, il faut imposer. Et la rigueur qu'on impose aux autres, on se l'applique à soi-même aussi. Bien sûr. En plus, avec Claude François, tu as des petites anecdotes sur des sandwichs. Ah, les sandwichs. Lors des répétitions, et chaque fois, il fallait, on me disait vers 5 heures, tiens Thierry, tu vas aller chercher un thé au lait et un sandwich avec des tomates, du jambon et du gruyère. Donc, quand on est en ville, c'est pas du tout un problème. Tu vois, tu fais 50 mètres, 100 mètres et tout ça. Mais il m'est arrivé quelquefois d'aller faire 1 kilomètre, 2 kilomètres et de faire du stop avec ce sandwich comme ça, entre mes mains, comme si, tu vois, je portais une relique. Et des fois, les gens, ils voulaient pas me prendre en stop parce que des fois, quand les stades étaient au milieu des champs, je faisais 3-4 kilomètres et ça prenait un temps fou. Je dis, mais il faut que je me dépêche parce qu'après la répétition, il aura faim. Et donc, ce qui était amusant, c'est que quand les gens s'arrêtaient, je dis, mais où est-ce que vous allez? Je dis, c'est le sandwich de Claude François. Il me dit, mais non, vous plaisantez. Je dis, oui, c'est pour Claude François. Amenez-moi au stade. Et les gens disaient, oh, j'ai eu le sandwich de Claude François dans ma voiture. Voilà. C'est très drôle. T'as fait combien de tournées avec lui? Une année, 2 années? Étés. 2 étés. J'ai fait 2 étés, oui. Donc, 15 ans et 16 ans. 15 ans et 16 ans. Du coup, là, ça te donne envie d'être danseur. Et donc, tu décides de monter à Paris? La danse, non. La danse, c'est pas ça qui m'a donné envie d'être danseur. C'est que j'ai des copines au lycée de l'Arc à Orange. On a 15 ans, 14-15 ans, oui, c'est ça. Et elles font de la danse avec un professeur de gymnastique et elles font du jazz, de la danse, du modern jazz. Ils me disent, Thierry, tu sais quoi? On est au moins 40 filles et il y a 3 garçons. Ce serait bien, on sait que tu aimes danser, tu as le goût de la danse, la musique, le rythme, ce serait bien si tu pouvais venir au cours. Je dis, mais moi, j'ai pas envie de prendre des cours de danse, le modern jazz, je sais pas ce que c'est, ni rien. J'étais très introverti quand même, j'étais très timide. Donc, un soir, à 6 heures, je me pointe dans le gymnase il y a toutes ces filles habillées en noir, tu sais, les collantes, tout ça, qui sont en train de me regarder. Il y avait 3 garçons
qui n'avait pas du tout le physique de danseur. Mais on s'en fiche. On est au lycée, on est là pour prendre du bon temps, hein, pour apprendre une technique, éventuellement, pour faire quelque chose de sportif et d'artistique. Et je me trouve au milieu. Et à l'époque, c'était la méthode Stanislavski. C'est-à-dire qu'on met tous les gens en rond et on te dit, Marc, tu te mets au milieu, ok? Et maintenant, qu'est-ce que la révolution exprime ce que c'est la révolution, ou la couleur rouge, ou tu vois, ou un traîneau de neige, des choses comme ça. Et là, tu es au milieu de toutes ces personnes qui te regardent en disant nanana, nanana, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais. Et moi, je crois que c'était la couleur rouge. Et j'avais les dents qui claquaient, j'avais les genoux, je dis mais... Et finalement, j'ai essayé d'exprimer quelque chose, et avec beaucoup de bienveillance, la professeure, c'était son rôle, m'a dit, mais tu sais, il faut faire ceci, il faut faire cela. Qu'est-ce que tu penses de ça? Lâche-toi, fais ceci. Tu es en train de pleurer. Mais est-ce que tu remarques que quand on pleure, on fait ça, et quand on rit aussi, on fait ça? Donc, tu vois, elle m'a donné des codes, elle m'a donné des clés. Et ce qui était extraordinaire, c'est que quand j'ai quitté cette séance de danse, j'ai eu qu'une envie, c'était mardi prochain, je vais retourner à 18h, je vais refaire encore un cours de danse. Et là, elle t'apprend à bouger, tu vois, à placer ton corps, à faire des portes de bras. Ce qui fait qu'en 3 ou 4 semaines, déjà, elle me mettait devant. J'avais une telle envie de bouger, et de bouger bien surtout. J'aime les professeurs qui transmettent des savoirs incroyables et très riches, tu sais. Voilà. Et après, je faisais des portées avec les filles. Toutes les filles, on veut danser avec Thierry. Et du coup, les autres garçons me regardaient en disant, mais c'est le dernier arrivé. Et déjà, tu vois, j'étais un petit peu la coqueluche. Mais c'est que je découvrais que grâce à mon corps, tu vois, je pouvais abolir ma timidité. J'étais mis en valeur et j'aime travailler en équipe. Donc, c'était étonnant. Et j'ai des photos de classe du lycée où j'ai des positions très, tu vois, un peu Béjart, comme dans les ballets de Béjart avec des danseuses. Et je me dis, ah oui, c'est vrai que j'ai commencé comme ça, quoi. Tu vois, c'est pas du tout ce que j'ai fait après. Après, c'est plus professionnel. On est dans les grandes maisons. Mais c'est tellement touchant, je pense, tu vois, de te dire, tiens, cette professeure, elle m'a donné, et mes copines, tu vois, elles m'ont donné l'envie de me dépasser parce que je savais pas que le sport, ça pouvait procurer autant de bonheur. Et donc, du coup, tu es monté à Paris pour intégrer une école de danse professionnelle. Non, c'est que ma professeure prenait des cours de jazz avec la papesse du modern jazz. Et donc, Ingeborg Lipte, elle me dit, il faut que tu viennes à Avignon, il y a un stage au mois de juillet, tu vas voir, et je vais te la présenter et tout ça. Je l'adore, c'est la meilleure, c'est la plus grande. Donc, je paye mon stage et je suis là avec ma professeure en train de prendre des cours avec Ingeborg Lipte. C'est 4-5 heures par jour, hein. Je veux dire, c'est en mois de juillet, on était en nage, mais on avait tellement envie de s'éclater. On dansait, on tournait, on sautait. Et à la fin du stage, Ingeborg Lipte me convoque en me disant, mais Thierry, tu mets tellement d'énergie dans le spectacle, est-ce que tu vas être danseur professionnel? Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est, danseur professionnel? Je savais pas que c'était un métier, tu vois. Et elle me dit, ben, c'est-à-dire que tu pourrais faire de la scène, tu vois, tu pourrais faire des ballets, tu serais dans une compagnie, tu ferais le tour du monde. Elle m'évoque des choses qui ouvrent des portes et des fenêtres comme ça dans ma tête. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire, Ingeborg? Dites-moi. Et elle me dit, tu montes à Paris, tu t'inscris dans un cours de danse, tu prends des cours de jazz avec telle personne et tu vas voir ce que la vie va t'apporter. Donc, je rentre chez moi au mois d'août en disant, au mois de septembre, je monte à Paris et je m'inscris dans une académie de danse. Dans une famille, il n'y a aucun artiste. Tu parles que tout le monde a rigolé en disant, mais la danse, c'est un hobby. La danse, c'est pas un métier. Et là, je faisais des crises de nerfs, je me roulais par terre. Le médecin venait, me faisait des piqûres de Valium et mes parents disaient, mais docteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous parle que de Paris, il veut partir à Paris. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et le médecin, très bienveillant, lui dit, mais s'il vous plaît, madame et monsieur, vous n'allez pas vous tourmenter. J'étais mineur, hein. J'ai 19 ans et la majorité était à 21 ans à l'époque, hein, donc j'étais mineur. Il dit, vous savez quoi? Laissez-le partir à Paris. Laissez-le vivre sa vie. Si ça va pas, il reviendra. Mais si ça va, vous serez content. Vous l'aurez aidé à faire son rêve. Tu vois, c'est une passion, visiblement. S'il est malade comme ça, c'est qu'il veut danser. Donc j'étais au tribunal, j'ai demandé à avoir un papier qui autorisait mes parents, qui m'autorisait à être indépendant. Voilà, j'étais émancipé devant la loi et je suis monté à Paris et j'avais qu'une seule envie dans l'académie où je me trouvais, c'était vraiment de réussir parce que je voulais prouver à mes collègues du lycée qui disent mais la danse c'est pas un métier, le professeur de philo qui me disait mais Thierry tu t'intéresses à rien, tu es quoi un aristocrate de la danse,
tu connais rien. Et c'est vrai, je savais à peine danser. Je faisais 3 cours de danse. Hein. Et voilà. Et donc, c'est ça qui est étonnant. C'est que tout le monde m'a cherché à me mettre des bâtons dans les roues. Et à part donc, Ingeborg Lipté, le médecin et 2 ou 3 amis très fidèles qui m'ont dit, mais monte à Paris, qu'est-ce que tu as à perdre? Bien sûr. Et quand je suis arrivé à l'académie et que 2 mois après, j'avais signé un contrat avec le Casino de Paris, que ma vie professionnelle commençait, là, c'est plus qu'une porte qui s'est ouverte devant moi. C'est ça. C'est que tu arrives à Paris et 2 mois après, même au grand étonnement de tes professeurs, t'es pris au Casino de Paris. Il fallait surtout pas que je commence une vie professionnelle parce qu'à l'académie de danse, qu'est-ce qu'on me disait? Mais comment Thierry, tu as signé un contrat avec le Casino de Paris? Je dis, ben oui, il y a un garçon qui s'en va, donc ils m'ont demandé si je voulais danser et l'audition s'est bien passée. Donc visiblement, j'ai des qualités. Mais j'étais moi-même très étonné, je dis parce que j'ai que 2 ans de danse, quoi. Et j'ai fait du classique un petit peu, mais enfin, j'ai fait du classique. Tu sais, quand tu fais la danse classique à l'Opéra à Avignon et que tu as 15 ans ou 16, j'avais 17 ans à l'époque, je faisais 1m80 et les danseuses, elles ont, à côté de toi, quand elles commencent, elles ont 6 ans. Donc, tu as toutes ces gamines de 6-7 ans dans la ligne en train de tenir la barre et tu me vois le seul adulte, moi, avec mes collants en train de faire mes pliés que je ne connaissais pas. J'ai découvert la danse classique, donc c'était tout effrayant. Et toutes les mamans devaient se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce gars? Qu'est-ce qu'il fait là au milieu de toutes ces gamines? C'est peut-être un prédateur, tu vois. Et moi, j'étais là en train de vraiment de m'évertuer à faire les choses correctement parce que le professeur, il avait de l'intérêt pour moi. Il savait que j'avais envie. Donc, il disait, allez, Thierry, fais ceci. Mais autour de moi, c'était des gamines de 7 ans, tutu et petits chignons. C'était d'une drôlerie. Voilà. Mais donc voilà, à l'académie, on m'a dit, comme tu n'as pas de technique ni rien, il faut que tu prennes de la danse, que tu apprennes les cours pendant au moins 2-3 ans avant d'être professionnel. Donc, il est hors de question que tu fasses ce contrat-là. Et je dis, mais ce contrat, je l'ai signé. Donc, si je l'ai signé, je peux pas dire maintenant non. Il compte sur bien moi. sûr. Mais Thierry, tu peux pas faire du musical. Les musicals, tu sais ce que c'est que les musicals? Je dis, non, qu'est-ce que c'est les musicals? Ils disaient, les musicals, ce sont les danseurs ratés qui vont au musical. Tous les bons danseurs font de la danse contemporaine, ils vont dans des compagnies, ils vont à l'opéra. Je dis, mais j'ai commencé la danse à 15 ans, je peux pas aller à l'opéra, j'ai pas la technique. Oui, c'est justement pour ça, il faut que tu fasses au moins 5-6 ans d'académie avant de faire un contrat. Et j'ai dit, bah, écoutez, vous savez quoi? Moi, j'ai signé un contrat et je vais m'y tenir. Je vais aller aux répétitions. Et là, la professeure, enfin, la directrice de l'académie a dit, je t'interdis de faire ça. Et il y avait un pot de fleurs devant elle, comme ça. Et moi, je sors à reculant de son bureau. Elle prend le bureau et dit, je t'interdis de faire du musical. Et elle jette le pot de fleurs, je ferme la porte et j'entends le pot de fleurs qui s'écrase derrière la porte. Et heureusement que j'ai tenu tête. Bien sûr. Heureusement que j'ai tenu tête. Bien sûr. Quand tu as une opportunité, il faut la saisir quoi qu'il arrive. Donc oui, bien sûr. Mais je trouve ça C'était fou que pardon. non, j'en prie, je trouve ça fou que des professionnels qui sont là pour te soutenir t'essayent de t'empêcher d'avoir une opportunité de la saisir. Mais je pense qu'ils avaient raison quelque part, je dirais, parce que si moi je vois un gamin, tu vois, de 15 ans ou de 16 ans ou 17 ans, il sait à peine faire les choses comme ça et il me dit, tiens, demain je vais faire telle et telle chose, peut-être que mon inquiétude première sera de me dire, mais redescends sur terre. J'ai enseigné après à beaucoup de danseurs et danseuses et des fois on se dit, mais peut-être qu'ils rêvent. Et puis des fois, on a raison. Et des fois, on se trompe. Et ça qui est extraordinaire. Donc ces gens-là, ils se trompaient pas. Je pense qu'à leur manière, ils devaient se dire, mais il arrive de province et ça fait 4 semaines qu'il est là. Il a déjà signé un contrat au Casino de Paris. Et en même temps, à l'époque, j'ai dit, les musicals, ça n'avait pas la qualité professionnelle, enfin, pour eux, pour ces gens-là. Sûr, tu vois, dans les académies, c'était du genre, non, le musical, c'est la fin de tout. Le pauvre. Quel gâchis. Donc tu fais ce contrat pendant combien de temps au Casino de Paris? Je suis resté que 3 mois. Que 3 mois? Que 3 mois. Et après, tu pars en tournée avec d'autres compagnies. Après, j'ai fait de la télévision. Donc, j'ai fait beaucoup d'émissions de Guy Lux avec le chorégraphe Victor Upshaw. Donc, j'ai dansé derrière Thierry Leluron, j'ai dansé derrière Sylvie Vartan, derrière Ringo. C'était les grosses stars de l'époque. C'était en direct. On était à l'ORTF et on passait le jeudi en direct. Donc, c'était sympa les répétitions qu'on pouvait faire pendant la semaine pour après, le soir, être en direct. Et en même temps, j'étais content parce que j'ai dit, tiens, en province, à Orange, tous les professeurs et tous les élèves, tu vois, tous mes collègues, ils me voient à la télévision, eux qui croyaient pas en moi, nanana. La revanche. Je comprends, bien sûr. Mais c'est un formidable moteur, la revanche. Oui, mais c'était bienveillant. J'ai jamais eu d'aigreur, j'ai jamais eu vraiment de rancune vis-à-vis de quoi que ce soit. Je croyais en moi avec beaucoup de naïveté. Et je crois que la vie, une bonne étoile, a fait que les choses se sont bien passées. Ça aurait pu mal tourner éventuellement, c'est vrai. Mais je dis, mais voilà, j'avais une telle envie que
j'aurais ouvert toutes les portes avec la tête s'il avait fallu. Et comment tu rentres au Moulin Rouge après? Eh ben, j'ai travaillé pendant 2 ans à l'étranger avec une compagnie de music hall et après avec mon épouse à l'époque, on a dit tiens, on a envie de se poser, d'avoir un enfant et tout ça et c'est pas en tournée avec des valises tous les mois qu'on pouvait faire ça. Donc, et en même temps, il fallait que je fasse mon service militaire parce que j'avais 22 ans et que j'avais jamais fait mes 3 jours. Donc, ma mère me disait, Thierry, les gendarmes, ils viennent toutes les semaines pour dire, où est votre fils? S'il n'est pas rentré tel jour à telle date, il aura 22 ans, c'est un déserteur. Donc, quand il reviendra en France, c'est la prison. Dites-lui de rentrer. Et moi, j'étais au Caire, au Sheraton, en train de danser avec la vue sur les pyramides, comme ça, au milieu des danseuses et tout ça. Et j'ai dit, mais je peux pas revenir, j'ai un contrat. Et finalement, la vie a fait que j'ai pu rentrer avant 22 ans et on m'a mis dans une caserne en tant que manœuvre parce que ils savaient pas quelles étaient mes qualités, quoi. Et donc, j'ai tout fait pour me faire réformer. Ça a pris du temps. Et pendant les temps de réforme, j'ai dit, tiens, je vais monter à Paris et je vais passer des auditions. Et la première qui se présentait à moi, c'était au Moulin Rouge. Donc, je suis arrivé au Moulin Rouge et ils m'ont dit, écoutez, nous, ça nous va bien. Sauf qu'on était au mois de juillet. Ils m'ont dit, bah, vous viendrez répéter au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, quand je suis arrivé, en 15 jours, j'avais appris le spectacle. Ça m'a permis après de débuter ma carrière le 2 novembre 1976 avec Lisette Malidor, avec laquelle j'avais déjà travaillé au Casino de Paris. Donc, quand je l'ai vue sur scène, je dis, mon Dieu, je te retrouve là, tu vois, 3 ans plus tard. Et on a travaillé 3 ans ensemble au Moulin Rouge. Et c'était un grand bonheur. Et je savais pas que j'allais rester 45 ans. Juste petite parenthèse, Lisette Palidor, c'était une légende dans le cabaret. Enfin, ceux qui connaissent un peu le cabaret connaissent forcément son nom. Ça, c'est comme fou parce que tu rentres au Moulin Rouge et quelques mois après, tu deviens capitaine. Oui, 2 mois après. 2 mois après. Je suis le plus jeune, j'ai 22 ans. À l'époque, dans les music-halls, les gens avaient 30, 35 ans, 40 ans. Bien sûr. C'était des adultes. Et donc, moi, le dernier arrivé, quand Miss Doris, la maîtresse de ballet, dit, voilà, je vous présente Thierry. Donc, vous le connaissez à partir de telle date. C'était une fille, une fille. Et il y avait tellement de travail avec 50 filles dans la compagnie. Elle a dit, on va prendre un garçon pour s'occuper des boys. Ça a été moi. Alors, autant te dire que à 22 ans, quand tu vois tous ces adultes autour de toi qui te disent, on va bien rigoler, on va voir si tu vas avoir de l'autorité pour nous, tu vois. Et ça a pris du temps, mais après ça c'est arrivé. Ça s'est fait. Et là, la vie encore a un destin pour toi, puisque à 35 ans, tu es convoqué par le grand patron du Moulin Rouge, qui t'explique que tu commences à être un peu trop vieux pour faire la revue. Dis-moi comment ça se passe. J'ai carrément, j'ai fait 3 revues, j'ai fait Follement, j'ai fait Frénésie et j'ai fait Femme, Femme, Femme. Et à la fin de Femme, 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 on me dit, Thierry, à l'âge que vous avez, vous ne serez pas reconduit. C'est-à-dire que vous ne ferez pas la revue Formidable. Et là, je regarde Miss Doris en disant, comment ça, je ne vais pas faire la revue Formidable? Elle dit, oui, votre contrat, vous avez un contrat à durée indéterminée, mais ça va jusqu'au bout de la revue. La revue se terminant dans 15 jours. Dans 15 jours, vous ne faites plus partie du Moulin Rouge. J'étais tellement désolé et j'ai dit, mais écoutez, j'ai un enfant de 12 ans que je dois élever et tout ça, comment faire? Il dit, écoutez, dans ces cas-là, vous allez parler au patron. Et quand j'étais voir le patron, il m'a dit, mais Thierry, vous comprenez, si la revue après elle dure tant d'années, on ne peut pas vous garder jusqu'à 50 ans, vous comprenez bien, vous êtes danseur, vous voyez bien, vous ne pouvez pas danser jusqu'à 60 ans. Donc, peut-être qu'il faut vous arrêter. J'ai promis que je m'arrêterais quand il le désirait. Et en même temps, il a la gentillesse de me dire, vous savez, si une place se libère au Moulin Rouge, on vous fera faire autre chose. Est-ce que vous avez envie de faire autre chose? Et moi, je dis, oui, ça me dérange pas d'être machiniste ou habilleur ou travailler. Je dis, je peux apprendre un autre métier. Et en même temps, quand on devient danseur, on sait automatiquement qu'après 35 ans ou 40 ans, on doit changer de métier parce qu'on peut plus se présenter sur scène, quoi. Donc, c'est ce qui est arrivé en 89, parce que quand l'assistante chorégraphe a donné son préavis de 3 mois, on m'a dit, tiens, Thierry a une opportunité dans 3 mois, est-ce que vous voulez quitter la scène? C'est ça aussi qui est pas facile pour un artiste, c'est dire, vous allez quitter les lumières, tout ça, vous allez passer de l'autre côté et vous allez diriger toute la compagnie. Est-ce que ça vous plaît? Et je dis, écoutez, vous m'aviez promis une place de ce type, je pensais pas que ce serait dans la même profession, de rester dans la danse. Je dis, donc c'est une opportunité que je ne peux pas refuser. Je dis, je suis même honoré que vous m'ayez appelé en premier. Il y avait d'autres danseurs, après tout, qui étaient aussi âgés. Donc voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir leur confiance et j'ai essayé de ne pas démériter. En même temps, c'était pas facile. C'était l'année du centenaire, donc il y avait beaucoup de galas à faire pour fêter les 100 ans. Et je suis plus sur scène, mais c'est pas grave. Je suis dans l'ombre. Et dans l'ombre, j'ai trouvé
d'autres personnes qu'on voit jamais, et d'autres métiers, c'est vrai, parce que on est dans la salle, donc il y a la brigade, il y a les bureaux, des choses comme ça, on n'est plus sous le feu des projecteurs. On est tellement protégé quand on est artiste, on est dans un univers, c'est une bulle dorée, et c'est extraordinaire. Mais d'un seul coup, quand on quitte, on se rend compte qu'il y a une vraie vie autour. Il y a le claviste, il y a les femmes de ménage, c'est comme ça. Enfin, du coup, je dis, mais ah bon, je savais pas, j'étais là-haut dans mon petit paradis. Et c'était très attachant parce que, voilà, on apprend de la vie. Le musical, c'est vraiment l'école de la vie. Et je dis, les Moulins Rouges, ça a été une école qui m'a permis de m'ouvrir à tout. Voilà. On quitte le spectacle, on reste dans le spectacle malgré tout. Et voilà. Et on a qu'une seule envie, c'est que les clients qui sont autour de moi, parce que je suis dans la salle, je regarde le spectacle, on a envie que les clients partent avec un indice de satisfaction à 100%. Donc, mon travail consistait à ce que le spectacle soit impeccable. Donc, vous voyez, c'est une tâche assez difficile parce qu'il y a 70 personnes sur scène, plus la technique, plus voilà, tout ça. Mais c'est tellement encourageant. Bien sûr. Et là, en plus, donc, tu apprends le métier, mais le chorégraphe, hein, le directeur te dit qu'il souhaite que tu le remplaces à sa retraite. Oui, un jour, M. Ruggiero Angeletti, qui fait la moitié du spectacle et qui dirige le spectacle, me dit, Thierry, j'ai pensé à vous pour me remplacer. Et Ruggiero, c'est il maestro du Moulin Rouge. C'est l'histoire du Moulin Rouge avec Miss Doris. Voilà. Et il me dit, et j'ai dit, mais je sais pas ce qu'il faut faire pour être directeur de la scène. Mais justement, regardez-moi, vous allez apprendre. Mais il faut me regarder et me suivre sans arrêt. Regardez-moi, apprenez. Mais taisez-vous, observez. Hein, comme ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait comme un bon petit élève. Et j'ai jamais regretté ces années-là avec lui parce que ça a créé des liens très, très forts. Pour moi, c'était comme un grand-père. Bon, il était toujours bienveillant et c'est quelqu'un qui aimait tellement le spectacle. Je veux dire, que même être une partie de son ombre, c'était déjà un magnifique honneur pour moi. Pareil pour Miss Doris aussi. Parce qu'après la suite, bien sûr que je me préparais à prendre la place de Ruggiero. Elle était très contente. Mais voilà. Tu as connu Miss Doris? Miss Doris, j'ai connu pendant 50 ans. C'est elle qui m'a engagé, Miss Doris. D'accord. C'est elle la maîtresse. C'est elle qui signe mon contrat. C'est une légende, Miss Doris. D'ailleurs, les danseuses s'appellent les Doris Girls, hein, tout à fait. Moulin Rouge. J'étais un Doris dancer. C'est ouf. Et d'ailleurs, M. Ruggiero comparait le spectacle à un diamant. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, quand on a fait le montage de Féerie, pendant le montage de Féerie, Ruggiero, on fait plein de choses. Il y a plein de choses. Voilà. Et après, quand on regarde la répétition générale, on observe, est-ce que le rythme est bon? Est-ce que les changements sont bons? Est-ce qu'il n'y a rien qui alourdit? Donc, je l'observe. J'étais déjà directeur de la scène. Lui, il était à la retraite. Lui, il vient en tant que freelance, tu vois. Et donc, il savait que j'avais pris sa place. Mais c'était lui le metteur en scène, donc il avait un droit de regard. Il avait le droit de regard, d'ailleurs, comme Miss Doris. Et donc, un jour, il m'explique, il dit, vous savez, Thierry, on va couper ça, ça et ça et ça. Je dis, ah bon, je crois pourquoi? Il dit, parce que c'est comme un diamant. Il dit, un diamant, vous coupez des facettes. Vous savez, il est comme ça et vous coupez des facettes et vous regardez votre diamant. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il brille? Tout ça, je dis bien. Oui, il brille. Non, ça brille pas encore. Vous allez voir. On va couper encore ça. Ça, on va changer. Ça, on va changer. Nanana, comme ça. Vous voyez, on est encore en train de faire des facettes et des facettes. Est-ce que les diamants, ils brillent? J'ai dit, écoutez, pour moi, le spectacle est magnifique. Non, 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 Thierry. Regardez, ça fait une semaine qu'on exploite le spectacle. J'ai entendu les commentaires des gens et tout ça. On va supprimer ça. On va faire ça. On va encore tailler. Peut-être qu'il est petit, le diamant. J'ai dit non, il reste encore 1h40 de spectacle quand même. Donc on a coupé peut-être 10, 15 minutes, tu vois. Il fallait couper ces 15 minutes. C'était trop long et tout n'était pas forcément, c'est pas de qualité. C'est qu'il y a des choses, on se dit, tiens, si on coupe ça, ça va rien changer. Au contraire, ça va donner de la vivacité. Et c'est ce qu'il fallait pour Féerie. Et donc, parce que Formidable avait duré 12 ans. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire après le succès de Formidable qui a duré 12 ans? Voilà. Et tout le monde était très craintif. Et bref, il continue de couper dans le spectacle. On arrive à 1h40, je crois, à 1h37, un truc comme ça. Et il me dit, et on regarde le spectacle comme ça. À la fin du spectacle, il me dit, Thierry, qu'est-ce que vous pensez de mon diamant? Je dis, écoutez, pour moi, il est très, très beau. Mais même moi, je suis content de mon diamant. Vous allez voir, on va faire un très beau succès. Et ce qui est incroyable, c'est aujourd'hui, ils sont partis. Doris et Ruggiero sont partis au ciel. Monsieur Jackie Terrico aussi. Ouais. C'était ces gens-là qui étaient en 1999 qui ont monté le spectacle Féerie. Et aujourd'hui, on fête les 25 ans de cette revue Féerie. Qui est une revue formidable. Sincèrement, si vous l'avez pas vue, allez la voir au Moulin Rouge tous les soirs. C'est un des plus beaux spectacles de Paris actuellement, alors qu'il a 25 ans. Ensuite, tu es devenu donc directeur de scène. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ton métier de directeur de scène?
eh bien, c'est de faire en sorte que tout ce qui se passe sur scène soit impeccable. Il y a un cahier des charges. Donc voilà, on est en Noël 99. La revue Féerie a débuté. Le diamant est étincelant. Il est fait. Et il faut que maintenant, on ne sait pas que ça va durer 25 ans, mais voilà. Mais chaque année, on est toujours en train de se dire, on a amélioré. Hein. On est passé au numérique. Les projecteurs ont été changés pour passer au LED. Donc ça donne plus de finesse, plus de délicatesse. Tous les employés techniques, tous les techniciens au Moulin Rouge et tous les créateurs, tout ça, tous les gens avaient envie que le produit s'améliore. Et d'ailleurs, maintenant, avec les nouvelles technologies, Féerie est presque plus belle qu'en 99. La revue est encore plus jolie. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et aussi des attractions, parce qu'entre les ballets, il y a des attractions qui viennent, des jongleurs, et donc, quand ce qu'ils arrivent, il faut mettre leur musique en place, il faut mettre des projecteurs. Donc, on passe une demi-journée à mettre ces artistes internationaux de grande renommée. Donc, on a envie qu'ils soient heureux sur scène. Voilà. Donc, on les met en place. Et après, on regarde le soir le spectacle, on les enregistre, on dit, ben, tiens, on va changer ceci, cela, pour que leur numéro, parce qu'ils signent des contrats d'1 an. Des fois, on a des artistes, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Donc, il faut mettre en place quelque chose où ils se sentent confortables et ils puissent donner le meilleur. Ils font quand même 12 spectacles par semaine. Donc, Bien voilà. sûr. Donc, on a envie qu'ils soient bien. Mais voilà, il y a toujours des projecteurs. On peut dire, tiens, il manque une danseuse à droite. Qu'est-ce qui s'est passé? La piscine n'est pas montée. Et les problèmes qu'il faut gérer. Tout le personnel technique, tous les cadres sont impeccables. Tout le monde connaît les plans B, les plans C, les plans D. Parce qu'on a eu tellement de choses qui sont arrivées sur la scène du Moulin Rouge que des fois on dit, on n'a encore jamais connu ça. Et pourtant, on va s'y adapter parce qu'il faut sans arrêt que le spectacle ne s'arrête pas. Bien sûr. Voilà. Et c'est ça qui est fabuleux. Donc, maintenant, au bout de 25 ans, j'y suis plus, mais je sais que pendant les 20 ans où j'y étais, voilà, on avait des fois des situations où la piscine ne monte pas, où l'escalier ne descend pas, et il faut que les capitaines disent immédiatement, voilà, on change ça, puisque vous pouvez plus monter et descendre, il va falloir faire une autre chorégraphie. Donc, quand les nouvelles arrivent, très vite, on leur apprend ce plan B au cas où la piscine ne monte pas, le plan B au cas où l'escalier ne descend pas. Voilà. Si un tel ne rentre pas sur scène, toi, tu peux prendre sa place. Vous voyez, il y a tout ça à mettre. Et c'est formidable. Tous les capitaines, tous les cadres, ils sont bien rodés maintenant et le spectacle se déroule À impeccablement. merveille. Et que je vous engage vraiment à aller voir. Alors, vous savez, dans Instant Paillette, on n'a pas que des interviews classiques, on a aussi des anecdotes. Mais avant de commencer le jeu des anecdotes, j'aimerais que tu me racontes une anecdote vraie, il n'y a pas de concours, sur la reine d'Angleterre. Eh bien, en 89, on était invité, la troupe du Moulin Rouge était confiée à faire un gala de charité pour les orphelins des artistes anglais. Et c'est un gala qui est patronné par la reine d'Angleterre. Donc on sait qu'elle va être là et il faut faire un spectacle d'une qualité incroyable. Donc il y avait Andrew Lloyd Webber, il y avait les comédies musicales les plus célèbres étaient sur scène autour de nous. C'était incroyable d'être sur le même plateau. Et nous on faisait le French Cancan. Voilà. Et donc on a fait le French Cancan dans cette émission. Et on regardait, pendant qu'on dansait, on regardait le balcon sur la droite comme ça. Et on voyait la reine dans sa robe de paillettes qui regardait le spectacle, qui applaudissait et tout ça. Après, on a chanté à la fin du spectacle God Save the Queen. Donc, on était tous debout en train de chanter God Save the Queen en la regardant. Et puis ensuite, nous étions placés. Elle salue comme c'est bénévole, elle salue tous les invités. Et il y a un grand escalier et le metteur en scène dit, ben voilà, la troupe du Moulin Rouge, vous mettez comme ça, nanana, les autres artistes comme ça, etc. Et moi, je me retrouve en haut d'un escalier. Je dis, ben, je suis bien, en haut, je peux voir tout ce qui se passe. Et d'un seul coup, la porte s'ouvre à côté de moi et je vois rentrer la reine avec son petit sac, son bouquet d'orchidées comme ça, avec sa couronne, sourire, en train de saluer tout le monde comme ça. Et je dis, mais mince, je suis le premier. Et le protocole nous avait bien dit, on lui parle pas, on lui tend pas les mains, on fait rien, on attend qu'elle s'adresse à vous, parce qu'elle va s'adresser à vous, mais il n'y a aucune initiative personnelle. Et on reste très respectueux. Et les femmes, il faut faire une petite révérence. Et les hommes, vous baissez la tête. Et elle s'avance, parce qu'elle est à côté de moi, elle se retourne, elle me tend la main et elle me dit une phrase en français, une phrase que j'ai oubliée parce que j'étais tellement la bouche ouverte. Et ma réponse, ça n'a même pas été de dire votre majesté ou quoi. Je dis, mais vous parlez français. Ma première phrase, le protocole, j'ai complètement oublié. Et elle me dit, oui, bien sûr, oui, c'est pas un problème pour moi, parce que c'est vrai qu'elle a un français impeccable, quoi. Et elle vit des fois en France, quoi. Et elle descend après la deuxième personne et tout ça, mais sur la photo, qui est servie après de carte de vœux, on me voit là-haut, tout étonné, à côté de la reine d'Angleterre. Et c'est pas fini l'histoire, parce qu'après, quand je suis rentré en France, j'ai été voir mon grand-père à Marseille, et j'avais
le magazine de l'époque, Jour de France, avec une immense photo en noir et blanc où on me voit en train de parler à la reine qui me sourit. Et voilà. Et je le montre à mon grand-père. Je montre cette photo à mon grand-père. Et mon grand-père regarde le magazine en disant ah, mais Thierry, c'est incroyable comme elle lui ressemble. C'est drôle. Voilà. Donc, mais ce sont des jolis souvenirs, sachant en plus que ce jour-là, le Moulin Rouge avait fermé pour la première fois de son histoire, puisque toute la troupe était en Angleterre. Incroyable. Donc cette histoire est vraie. Alors on va commencer les anecdotes. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Je commence. Je commence. Très bien. On va commencer par une anecdote très rapide. Je suis en vacances à San Francisco et j'ai une copine qui danse dans un spectacle qui s'appelle Jubilé. Et je me suis tapé un aller-retour San Francisco, Las Vegas, juste pour voir le spectacle. Je suis resté 8 heures à Las Vegas. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou pas? Est-ce que tu penses que vraiment j'ai pris un avion, 2 heures d'avion aller, 2 heures d'avion retour pour un spectacle d'1 heure et demie? Je crois que peut-être que c'est moins long, non? San Francisco, Vegas, je sais pas combien c'est. En tout cas, moi j'ai plein d'amis. C'est 2 heures. 2 heures, d'accord. Donc moi j'ai des amis qui ont chanté et dansé au Jubilee de Las Vegas qui a duré 35 ans aussi. Oui. Donc je pense que c'est une histoire vraie. Eh ben cette histoire est totalement vraie. J'ai vraiment fait 4 heures d'avion aller-retour pour un spectacle d'1 heure et demie. Et c'est la première fois d'ailleurs que il y avait le premier contrat d'une danseuse qui s'appelait Mia, qui est maintenant au Moulin Rouge. Eh oui, tout à fait. Et pour pas faire de private jokes, c'est une dynastie familiale. C'est-à-dire que ses parents, à Mia, dansaient à Jubilé et au Lido. Sa sœur a dansé au Lido et au Moulin Rouge. Mia a dansé à Jubilé et au Moulin Rouge. Et les parents sont devenus profs de danse. Et les 3/4 des danseurs anglais que vous pouvez voir sur un cabaret ont été formés par cette famille. C'est une famille d'artistes. Et même la cousine Poppies a été danseuse. Moi, j'ai connu Rachel et Eric Carpenter, les parents, parce qu'ils travaillaient au Lido et patineurs. Patineurs sur glace au Lido, je les ai connus. Et maintenant, je travaillais avec leurs filles, qui sont magnifiques. Elles font tous les rôles sur scène. Mia, je trouve que c'est une des meilleures danseuses que j'ai jamais vues de ma vie. Elle est incroyable. C'est vrai, oui. C'est vrai. Donc, cette histoire est vraie. 1 point pour toi. À toi. J'ai 15 ans, donc je travaille avec Claude François. On me demande, comme j'expliquais tout à l'heure, d'aller chercher des sandwichs et j'ai du thé au lait. Donc quand c'était en ville, j'allais dans la première boulangerie ou dans un bar en disant pouvez-vous me donner ça? On me donnait un petit plateau et on me donnait une théière en inox et le sandwich avec à nouveau un petit récipient pour mettre le lait et tout ça. Et je partais et on me disait mais vous ramenez bien la théière après, hein? J'ai dit mais c'est pour Claude François. Oui, mais je m'en fous que Claude François vous ramènerez la théière. Je dis oui, vous en faites pas, vous en faites pas. Là, il est peut-être 5 heures du soir, tu vois. Et Claude boit son thé après la répétition et après la théière reste là. Et quand on finit les spectacles, il est déjà minuit, 1 heure du matin, le temps de ranger toute la loge. Lorsque j'arrivais dans le bar, c'était fermé. Donc, une fois, je me suis dit, mais cette théière, Claude a bu dedans. Et moi qui suis fan, je dis, mais je vais la garder, cette théière, parce que c'est la théière de Claude François. Je suis toujours la groupie, tu sais. Et donc, je l'ai mis dans mon sac et ça. Et je me suis aperçu que de ville en ville, des fois, c'était pas possible, parce que des fois, quand le bar était en face, je ramenais le plateau avec des théières. Mais on avait pris l'habitude, ma sœur était aussi avec moi, parce que j'avais 15 ans, donc j'étais mineur, elle me surveillait un petit peu. Elle avait 19 ans, elle. Et donc, je lui dis, on avait une petite collection de vilaines petites théières en inox, les pires qu'on puisse voir, avec le petit clapet comme ça. Mais ça fait rien. On dit, Claude l'a touché. Donc, tu vois, on avait une collection à la maison de théières. On arrive à Orange, c'est la ville où j'ai vécu. Et il va chanter dans l'amphithéâtre. Et dans l'amphithéâtre, elle me dit, va chercher le thé, s'il te plaît, n'oublie pas le thé. Donc, je traverse la rue, il y a une brasserie qui est la plus célèbre d'Orange, et quand je rentre, je vois les étagères, et je vois des théières en argent anglais, tu sais, qui brillent, qui sont magnifiques, et je dis, je voudrais un thé, c'est pour Claude François, s'il vous plaît. Et elle me sort une petite théière en inox, et je dis, ah non, c'est pas possible, c'est pour Claude François, donc il nous faut une théière comme ça. Elle dit, mais je peux pas vous donner une théière comme ça coûte une fortune, une théière comme ça. Et qui me dit que vous allez la ramener? Je dis, mais je vous la ramènerai, c'est pas de problème. Donc, je prends un plateau en argent, j'ai la belle théière, j'ai de beaux petits récipients pour le lait et tout ça, le sandwich, je traverse, à la fin du spectacle, Claude, il m'appelle pour me féliciter, il me dit, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette théière et tout ça, il me dit, j'ai vraiment apprécié ce thé parce que il dit, c'est la première fois que j'ai une théière aussi jolie. Et des années plus tard, Claude était déjà mort, un ami du club Claude François qui me dit, tu aimerais visiter le moulin à Danemois? J'écoute, j'ai jamais été dans la maison de Claude François, ce serait un rêve pour moi.
J'arrive dans la maison de Claude François, je vois tout le moulin. Et dans la cuisine, il y a les gens qui habitent maintenant, avaient tout reconstitué. Et il y avait toujours sur une étagère cette magnifique théière. Et je dis, mon Dieu, mais c'est moi qui ai donné cette théière-là. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Eh bien, non. Bravo. Est-ce que tu veux savoir la véritable Oui, histoire? la vérité, oui, bien sûr. Ok. C'est que le jour où j'ai demandé cette théière et je l'ai amenée à Claude et j'ai gardé, bien sûr, j'ai conservé cette. Le soir même après le spectacle, j'ai une amie à qui je raconte, de classe, à qui je raconte cette anecdote. Et ce que je ne savais pas, c'est que son père travaillait au Dauphiné libéré. Donc, je lui raconte cette histoire-là. Je dis, voilà, j'ai une collection et tout ça. Et donc, j'ai cette belle théière. On continue les tournées avec Claude François. Et 3 ou 4 jours plus tard, la secrétaire me dit, Thierry, il y a Claude qui veut te voir. Il y a Claude qui veut te voir. Dépêche-toi, va le voir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, va voir Claude, c'est très très urgent. Donc je tape à la porte. Claude, il me dit, ah, c'est toi, Thierry? Viens, rentre. Et il est assis et moi je suis debout comme ça. Et il me regarde, il me dit, alors il paraît que j'ai la folie des grandeurs. Et je dis, je comprends pas, Claude. Oui, je peux boire que dans de l'argenterie, c'est ça? Je dis, mais excuse-moi, mais de quoi tu parles? Je comprends pas. Il dit, c'est bien toi qui m'amènes mon thé au lait tous les jours en tournée pendant les répétitions. Je dis, oui, Claude. Il dit, ok. Il prend le Dauphiné libéré, il ouvre la page. Il y a à peu près, pardon, il y a à peu près une page entière. Et là, il avait encadré en rouge toute une partie. Alors, Claude François a des exigences de star et de diva. Claude François, quand il va en tournée, il ne peut pas boire dans une théière en inox. Il est propriétaire de la brasserie, donc c'était plein aussi. Il avait fait sa petite enquête. Et c'est ma copine qui avait été la délatrice. Donc, il peut boire nanana, nanana, nanana. Enfin, il me lit 4-5 phrases où son image, qui était si belle à l'époque, c'était du genre, je suis une diva et je ne peux boire que dans de l'argenterie, etc. comme ça. Donc, il me dit, c'est bien toi qui as fait ça. Je dis, oui, je suis désolé. Et je lui raconte, je dis, tu sais, voilà ce qui se passe et tout ça. Il dit, regarde-moi bien. Tu vois la porte derrière. Tu vas faire demi-tour, tu dégages de ma vie et je ne veux plus jamais te voir. Tu comprends? Tu dégages. Je ne suis pas une diva et je ne veux pas boire dans l'argenterie. Tu vois, je ne demande rien. OK? Je ne veux plus jamais te voir. Tu quittes la tournée. J'étais liquide comme ça. Je suis sorti et Josette a été désolée. Elle a dit, écoute Thierry, je suis désolé, tu vois. Sachant que je suis resté, j'étais à Orange, donc je suis retourné chez ma maman. T'as pas été repris après? Hein? Attends. Ah, oui. Et une semaine après, Josette me téléphone et dit, tu sais, Claude, il est comme ci, comme ça. Donc, bon, on est à tel endroit, tu prends un train, tu reviens et on continue la tournée. Et je suis revenu, j'ai continué la tournée comme si de rien n'était. T'as pas eu de montre? T'as pas eu de montre derrière? Non, parce que il était connu pour offrir des montres aux gens qui viraient après qui. Non, j'ai pas eu de montre. Il m'a reviré encore une autre fois. Je sais pas pourquoi. J'avais encore fait des bêtises. J'avais 15 ans, tu sais. Je pensais que j'avais tous les droits. Non, il m'a appris la rigueur. C'est bien aussi. Très bien. Bon, deuxième anecdote. Je vais dans un spectacle de cabaret qui s'appelle Chez Michou. Et là, je discute avec les artistes après, puisque j'ai travaillé au Lido. Et on boit ensemble d'un coup, et sur un pari perdu, je me suis retrouvé à faire le Transformiste. Enfin, c'est pas moi qui me suis maquillé, c'est eux qui m'ont maquillé. Et j'ai dû faire une scène, un spectacle d'un numéro chez Michou une fois, une soirée, parce que j'ai perdu un pari avec les danseurs de chez Michou. D'après toi, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je pense que c'est fake. Tu penses que c'est fake? Oui. Tu veux savoir pourquoi? Oui, dis-moi. C'est parce que je suis très ami depuis 1973 avec les gens de chez Michou. Et Michou que j'ai connu parce que je suis Montmartrois, il est Montmartrois lui aussi, donc on s'est rencontrés plein de fois. Je connais la qualité de son spectacle, donc je pense qu'en effet, il peut y avoir des paris perdus, on peut très bien te dire, mais je pense qu'ils ne mettaient jamais d'amateurs sur scène parce que les artistes qui se présentaient pendant des années chez Michou étaient de grands professionnels avec du numéro incroyable. Moi, des fois, j'avais les larmes aux yeux devant une Édith Piaf où je riais devant, tu vois, devant des numéros burlesques. Mais il y a toujours une telle qualité chez Michou que, comme au Moulin Rouge, on ne laisse pas les amateurs monter sur scène. Eh ben, cette histoire est totalement mytho. Tout à fait. Quand tu vas raconter des mythos à quelqu'un, je me fais laminer encore une fois. C'est quand même mon jeu, c'est quand même moi tout le temps moi qui perds.
Pour une question de temps, on va faire une dernière anecdote. Alors, Liza Minnelli vient chanter au Moulin Rouge. Ouais. Je suis ravi. C'est ma star préférée. Je l'adore. Je veux dire, tout le monde a vu Cabaret. Etc. Voilà. Donc, mais la consigne était pour tous les artistes, vous ne devez pas venir au Moulin Rouge ce jour-là parce qu'elle supporte pas quand elle répète d'avoir des personnes étrangères. Elle veut avoir que ses techniciens, avoir que ses musiciens et tout ça. Vous venez pas. Moi, je passe par une petite porte comme ça et je me mets derrière le rideau. Et je me fais tout petit et je la vois en train de répéter, elle chante. Mais quand elle répétait, c'était aussi bon et aussi fort que le spectacle. Donc elle faisait un spectacle l'après-midi pour que tous les calages soient impeccables, que toutes les chorégraphies, elle avait 2 danseurs et tout ça. Elle danse à fond. Et moi j'étais là comme ça derrière le rideau en train de le regarder et tout ça. Et à un moment donné, je sais pas, elle tourne son visage vers moi et elle s'arrête et d'un pas incroyable. Elle vient, elle tire le rideau, et moi je suis là comme ça, c'est pétrifié, et elle dit, mais en anglais, elle dit, mais qui êtes-vous? Et tout ça. Et moi je dis, ben, je suis un danseur et tout ça. Et elle se tourne vers les lumières, comme ça, en disant à sa technique, elle dit, on n'avait pas dit que personne devait être sur scène et tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? Donc, l'orchestre s'arrête, tout le monde s'arrête. Et moi, elle me tire sur scène comme ça. Elle dit, tu vois, elle dit, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu vois, elle dit, est-ce qu'on peut reprendre la répétition comme j'ai envie de le faire, s'il vous plaît? Cette personne-là, encore comme Claude François, vous la faites sortir, ok? J'attends. Et moi, je traverse le plateau. Je dis, mon Dieu, si le patron est là, je vais être éliminé du Moulin Rouge à la Kalachnikov. Tu vois, j'étais tellement perturbé, humilié aussi. Mais enfin, surtout, j'avais honte, quoi. Et je suis sorti du Moulin Rouge. On m'a rien dit le soir, donc je pense que la répétition s'est très bien passée et tout ça. Donc voilà. Mais que la star, que j'aimais tant, en même temps, je comprends. C'était professionnel, quoi. Elle a besoin. Donc, est-ce que cette histoire est vraie ou pas? Je pense que cette histoire est totalement vraie. Eh bien non. Ah bah décidément, bon bah c'est une échec total. Alors j'ai un gage que tu... Attends, je t'explique quand même, c'est que Liza Minnelli était la personne la plus adorable. On avait le droit de regarder sa répétition et non seulement on avait le droit de regarder sa répétition, c'est que on était dans les coulisses lorsqu'elle est sortie. En transpiration. Elle est restée 1 heure avec nous à parler, tu sais, à avoir un échange. Et nous, on lui disait, mais on vous adore, vous êtes une star et tout ça. Et elle me disait, mais c'est moi qui vous adore. Vous faites 12 spectacles par semaine, mais c'est vous les stars. Elle dit, moi, je pourrais pas faire 12 spectacles par semaine. Elle dit, moi, je fais un de temps en temps quand j'ai envie. Et toi, elle dit, et ça me plaît, j'adore la scène. Elle dit, mais vous, 12, c'est vous les stars. On était tellement, tu sais, fiers. Voilà. Non, c'était une personne adorable et on a passé une journée. T'imagines quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie autant et qui te donne autant de bienveillance et de gentillesse, quoi. C'est clair. Quel est ton gage, Thierry? Mon gage, c'est de faire de la mayonnaise. Oh mon Dieu, j'ai toujours raté les mayonnaise. Très bien. Ah, non, c'est que tu sais pas quel genre de mayonnaise. Non, dis-moi. Hein? Dans le cancan, dans le French cancan, il y a une posture qui s'appelle la mayonnaise. Et tu peux le faire très facilement. C'est pas un gros gage. Est-ce que tu veux que je t'explique comment ça marche? Bah, on va voir ça quand on le fera, parce que là il y a une émission après, donc va falloir qu'on s'arrête. Mais suivez-nous, abonnez-vous et vous verrez le gage de la mayonnaise au cancan. Ça va être un grand moment, je vais vous dire, parce que si j'avais pu être danseur, j'aurais été danseur professionnel. Mais ça sera une autre histoire. Merci Thierry d'être venu. Merci. Moi j'ai quelques annonces à faire avant de venir. Je pars pendant 2 semaines chanter au Val d'Isère, donc il y aura pas d'émission ni cette semaine ni la semaine d'après. Mais par contre, vous pouvez me retrouver lundi chez Adèle. Je rentrerai en piano bar, entrée libre avec Kinya. Nous, on se retrouve à la fin du mois avec un magicien qui nous vient de Vegas. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans l'Instant Paillette. Merci beaucoup.